Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse ce matin de vous retrouver. Déjà, merci de vous connecter dans une période très chargée, mais je pense que vous ne le regretterez pas parce que nous allons traiter d'un sujet à la fois nouveau mais très évolutif, puisque nous parlerons de l'intégration des critères ESG dans nos pratiques, dans nos méthodes d'évaluation. Avant de céder la parole à nos conférenciers de ce matin, je voulais revenir sur notre programme pour les mois de février et mars. Alors, février, eh bien, c'est notre dernière conférence puisque nous partons tous en vacances, je l'espère, très bientôt. Et nous retrouverons le 10 mars pour refaire un point sur la loi de finances. Je dis refaire un point puisque nous avons eu déjà une première séance, mais sans loi de finances, comme vous le savez, au mois de janvier, avec Éric Quentin. Il a accepté de revenir nous faire un point. Sa conférence était très intéressante et beaucoup d'entre vous ont demandé à ce qu'on passe un volet 2. Donc ce sera le cas le 10 mars. Éric Quentin, qui est avocat associé du cabinet Hoche Avocat, reviendra pour faire ce point sur la loi de finances pour 2026. Nous nous retrouverons ensuite le jeudi, c'est un jeudi, le 19 mars, avec Sarah Bagnon, Laure Mulin et Aurélie Legrand. C'est une conférence que nous devions avoir début février et puis finalement, on a dû la repousser au 19 mars. Nous parlerons là de reporting volontaire en durabilité. Comment rendre ce reporting très utile pour les entreprises et quel confort les commissaires aux comptes peuvent-ils apporter. Donc Sarah, vous la connaissez, elle est associée en charge de la sustainability chez KPMG et elle préside la commission durabilité de la compagnie des commissaires aux comptes. Laure Mulin est commissaire aux comptes chez Signature. Elle est membre de la commission durabilité et coordonne la task force confort reporting volontaire de la compagnie. Et puis Aurélie Legrand est directrice à la direction technique de KPMG et elle aussi est membre de la commission durabilité et coordonne la task force confort reporting volontaire. Le 24 mars, nous parlerons d'intelligence artificielle et d'intelligence artificielle dans la fonction finance. Et pour nous parler de ce sujet, nous aurons Mathieu Bocanfuso, qui est associé chez EY, comme nos conférenciers de ce matin. Elle est associée en conseil comptable et financier. Donc ça, ce sera le 24 mars. Je vous encourage vivement à vous inscrire puisque c'est un sujet là aussi nouveau et évolutif comme celui de ce matin et particulièrement crucial évidemment dans nos métiers. L'intelligence artificielle dans la fonction finance. Et puis nous terminerons le mois, nous n'avons pas encore de date précise, mais ce sera fin mars, début avril. Nous parlerons de cybersécurité, un sujet encore crucial dans nos métiers. Et ce sera Cyril Bordeaux, qui est associé chez Advolis Orphis. Il sera accompagné de quelqu'un, certainement chez Deloitte, et puis d'une entreprise. Je vous préciserai ça la prochaine fois que nous nous verrons, mais n'hésitez pas à consulter notre site internet pour avoir de plus amples précisions sur ces sujets. Donc voilà, vous voyez encore 2 mois qui viennent, qui seront assez denses avec des sujets tout à fait nouveaux et intéressants. Donc aujourd'hui, je vous le disais, nous allons parler d'évaluation et de durabilité, durabilité qu'il faut maintenant rendre opérationnelle et mesurable. Nous avons beaucoup parlé de durabilité ces derniers temps hein, et de connectivité également. On sait que la performance ne se mesure plus uniquement à travers des indicateurs financiers traditionnels. Les méthodologies d'évaluation doivent désormais refléter une vision plus globale, plus durable de la création de valeur. Et la question, honnêtement, aujourd'hui n'est plus faut-il intégrer les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance dans l'évaluation, mais plutôt comment le faire de façon rigoureuse, pertinente et utile pour la prise de décision. Et nous avons ce matin 3 conférenciers qui se sont coordonnés tous les 3. Vraiment, je les remercie vivement de nous avoir préparé cette conférence. Virginie Auvergnat est associée chez EY Parthénon maintenant. Elle est évaluatrice, elle va nous apporter sa vision d'évaluatrice. Olivier Chevreau pardon, excusez-moi, est associé aussi chez EY, mais en conseil comptable et financier, je crois. Et Olivier va nous apporter une vision combinée entre finance et ESG, entre aspect financier et extra-financier. Et puis Arthur Angelier est associé lui en durabilité, donc il aura évidemment cet angle durabilité important ce matin. Un grand merci vraiment à tous les 3.
Merci à nos participants fidèles. Vous savez, vous pouvez poser vos questions sur l'onglet Q&R. Nous y répondrons comme à l'accoutumée en fin de conférence. Je vous souhaite vraiment une bonne conférence. Elle sera riche, dense et inspirante. Un grand merci à vous tous les trois. Virginie, je te laisse la parole. Merci infiniment, Sonia. Et donc, effectivement, très belle introduction. Je suis flattée, la barre est haute. On va essayer de tenir le niveau. Donc, merci pour ton accueil. Nous sommes ravis d'être là aujourd'hui. Donc, je vais ouvrir le bal avec une suggestion d'approche pratique dans les évaluations. Arthur nous partagera son expérience sur le chiffrage d'une stratégie ESG et comment on peut l'intégrer finalement la traduire dans un business plan, notamment en base de nos analyses. Et Olivier reviendra sur les implications opérationnelles, parce que finalement, on peut faire beaucoup de choses sur Excel, mais l'idée, c'est aussi de faire en sorte que l'entreprise mette en place de vraies actions concrètes pour piloter cette stratégie. Donc, aujourd'hui, je commence par évoquer une suggestion d'approche. Je mets suggestion d'approche parce que, voilà, comme le disait Sonia, le sujet est ambitieux et nous sommes assez pragmatiques dans nos recommandations à date. Peut-être 2 mots pour introduire la durabilité et l'ESG. On parlait souvent de l'angle notamment climatique et dans les reportings, on pouvait voir en point de départ notamment ce sujet via des bilans carbone. Je dirais que c'était l'angle assez restrictif initial de l'analyse que l'on pouvait faire. On a également eu des recommandations de disclosure sur des sujets d'impact de risque climatique dans les tests d'Impairment, notamment sur les évaluations. Donc, je dirais le sujet a été abordé de prime abord par des enjeux environnementaux, d'émissions carbone. Ne pas oublier que finalement, ce sujet touche également des enjeux sociaux et de gouvernance. Et classiquement, on va y revenir, mais je commence à introduire le sujet qui peuvent avoir des implications dans les évaluations d'actifs, notamment par leurs répercussions financières, de notoriété de marque notamment, et d'évolution de business model. Donc, E, S et G, environnemental, social et gouvernance, les 3 piliers sont bien importants à analyser. Si on parle évaluation, on revient ici sur les 6 piliers de la création de valeur ESG. On les a rangés ici par grandes catégories. La première catégorie qui vient assez rapidement à l'esprit, c'est la réduction des coûts. Réduction de consommation, que ce soit d'énergie ou d'eau, nouveaux processus qui deviennent plus efficaces et donc qui permettent des réductions de coûts également, ou encore une économie circulaire qui devrait permettre aussi des usages second de matières premières. Et donc, encore une fois, tout cela devrait se traduire, in fine, par des réductions de coûts, et donc bien sûr financièrement, et je reste assez focus sur mon impact cash flow, c'est un bien professionnel. On reviendra sur l'impact, mais effectivement, donc, premier levier de création de valeur, réduction des consommations, réduction des coûts. Le deuxième levier, c'est un levier de croissance du chiffre d'affaires. Et là, on parle plus de levier de nouveaux produits, levier de nouvelles adaptations, de nouveaux business models. Et donc là, typiquement, on vient chercher des leviers de croissance du chiffre d'affaires sur des évolutions du business. Donc là, classiquement, pour citer un exemple, sur des nouveaux produits comme les véhicules électriques, par exemple, qui viennent remplacer le thermique. Donc pour les acteurs thermiques, on est clairement sur un remplacement d'activité, mais levier de croissance sur des nouveaux acteurs, notamment dans la filière électrique. Sur la productivité, clairement, on a des sujets de motivation des employés, de stabilité de l'emploi, d'attraction des talents grâce à une plus grande crédibilité sociale. Et là, on reviendra aussi sur, dans le S, de réduction du turnover des effectifs, réduction des arrêts de travail. Et donc là, encore une fois, on va améliorer la productivité par une rétention des équipes et aussi une attractivité des talents
et on le voit, avoir une stratégie vertueuse peut attirer notamment les jeunes talents. Et donc, on a en cela, on n'a pas que des sujets de communication. Et j'insisterai, nous insisterons, je pense, tous les trois aujourd'hui sur le sujet, que cela se traduise également dans que les ambitions ESG de nos clients et des sociétés que l'on évalue se traduisent également dans les faits. 4, des sujets de gouvernance. Donc là, l'angle minimaliste, entre guillemets, c'est de la conformité que l'on peut mettre dans cette catégorie. Éviter les pénalités, éviter les sanctions du fait de ne pas obéir aux règles ou avoir une politique, une gouvernance qui répond aux enjeux locaux de chaque réglementation en fonction du positionnement géographique de la société ou de l'actif que l'on évalue d'ailleurs. On peut avoir aussi des opportunités en termes de gouvernance, notamment sur tout ce qui est opportunité d'accès aux subventions ou soutien public, que ce soit compte tenu des réglementations locales, européennes notamment. On pourra y revenir. Le levier 5 est plutôt lié à l'accès au capital, coût du capital, mais aussi accès au capital. Plusieurs analyses le démontrent. L'accès aux capitaux et au financement, notamment au crédit, est facilité par une politique vertueuse. Et en cela, clairement, on a des enjeux de levée de dette, typiquement, qui sont facilités pour des entreprises qui sont en avance sur ces thématiques. Et enfin, valeur des actifs. Là, on est plutôt sur une préservation de sa base d'actifs et donc éviter des dépréciations, notamment à des évolutions de demande liées à des nouvelles réglementations ou à des préférences des consommateurs. Sur ces 6 piliers, ils ont vocation à regrouper les grandes catégories d'initiatives et d'opportunités qui devraient in fine se traduire dans un PNL et un cash flow. On y reviendra, toujours biais professionnel, mais l'idée c'est bien in fine de voir que l'ESG et la stratégie ESG, on y reviendra, n'est pas un sujet que de communication, mais bien également création de valeur, comme on vient de le voir avec ces différentes catégories de leviers. Quelques données sur le scepticisme entre une corrélation entre ESG et création de valeur. Alors, on reprend ici une analyse qui a vocation à montrer, malgré tout, qu'il y a certes des détracteurs sur le sujet, mais il n'empêche qu'on a bien observé une corrélation positive entre performance financière des entreprises et performance ESG. Donc, on peut notamment mesurer via des ratings ESG. Alors, je sais que les ratings ESG sont tous à prendre avec des pincettes. Il y a certaines critiques qui sont émises sur le sujet, mais pour autant, cela reste des données observables et communiquées, disponibles. Et clairement, donc, on note ici que dans la plus grande majorité des cas, on observe bien une corrélation entre création de valeur, donc performance financière, et rating, performance ESG. J'ai dit corrélation, je n'ai pas dit causalité, puisque, comme vous vous en doutez tous, on a quand même un sujet de finalement bonne gouvernance qui va permettre d'anticiper ces sujets ESG, cette stratégie ESG, et qui va aussi permettre d'avoir une bonne performance du groupe ou de la société que l'on évalue. Donc, on observe cette corrélation. Et quand bien même on viendrait à remettre en question le lien de causalité, les questions que l'on va se poser finalement pour analyser la maturité ESG de la stratégie d'un groupe permettront malgré tout de s'interroger sur des bonnes questions de gouvernance, de stratégie long terme, produit, offre, client, de structure opérationnelle, des coûts, de la structure finalement également logistique et du footprint de l'entreprise à évaluer. Et donc en fait, l'intégralité des questions que l'on va se poser pour adresser cette thématique de la maturité ESG
d'une société, finalement, vont nous permettre aussi d'appréhender les risques et opportunités qui vont s'appliquer au secteur de la société à laquelle que l'on évalue et finalement sa maturité quant à ces sujets. Donc finalement, uniquement de bonnes questions à se poser pour évaluer ces sociétés. Donc même si, en synthèse, on peut remettre en question le lien de causalité, en tous les cas, les questions que l'on va se poser seront intéressantes. Une fois que l'on a posé ce panel de sujets, enfin en tout cas de création de valeur, la question que l'on va se poser, c'est finalement comment on introduit dans nos méthodes d'évaluation cette thématique. Donc là, pour les évaluateurs qui seront autour du call, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Juste un rappel sur finalement les méthodes d'évaluation que l'on peut classiquement mettre en œuvre pour évaluer une entreprise ou un actif. Les trois grandes familles que l'on va utiliser, ce sont des approches intrinsèques, approche de marché ou approche par les coûts, approche patrimoniale. Classiquement, les évaluateurs, lorsque nous évaluons une société, l'approche reine, je dirais, pour une entreprise qui dégage des flux de trésorerie ou plutôt matures, c'est une méthode par DCF. Classiquement, le point de départ ou des deux piliers, les grands piliers de cette évaluation, ce sont le business plan, le plan d'affaires de référence de la société que l'on va évaluer, et puis les paramètres d'évaluation qui vont permettre d'actualiser les flux à l'infini, notamment lorsque l'on projette une activité à l'infini. On reviendra sur le sujet, mais on voit d'ores et déjà l'importance de retracer dans le business plan la stratégie ESG de la société et de voir ou d'ajuster les paramètres en fonction finalement de notre analyse et prise de recul de ce qui est déjà reflété dans le business plan et ce qui peut-être manque par rapport à ce qui devrait y être. Deuxième approche, l'approche de marché qui fait une comparaison entre la société et des sociétés comparables ou donc cotées avec donc, la référence de valorisation sur les cours de bourse ou sur des multiples de transactions. Là, cette approche d'évaluation a bien vocation à comparer l'entreprise par rapport à ses pairs du secteur. Et là, on reviendra sur la façon de le retracer dans nos évaluations, mais on va commencer à toucher du doigt aussi la capacité à mettre au regard la performance de la société que l'on évalue, celle de ses concurrents, celle de ses comparables, et de pouvoir juger de finalement cette comparabilité. De même qu'on le ferait sur sa profitabilité, sur ses perspectives de croissance, etc. Et enfin, sur l'approche par les coûts, donc là, on est plutôt sur une approche patrimoniale pour regarder finalement ce qu'a développé ou enfin le patrimoine de l'entité ou de l'actif que l'on évalue. Et là, clairement, on pourra regarder aussi la trajectoire de coûts engagée, notamment sur cette transition ESG. J'introduis le sujet et je rentre assez classiquement dans finalement le détail, dans les bonnes pratiques. J'ai commencé à toucher du doigt le sujet. L'approche qui pourrait être recommandée, et là je vais me référer au livre blanc de France Invest qui a été publié en septembre 2024. Clairement, l'idée dans l'approche que l'on recommande, c'est premièrement d'identifier les enjeux ESG matériels pour la société compte tenu de son secteur et de son niveau de maturité. Donc, que ce soit des enjeux de décarbonation, d'économie circulaire, par exemple. Deux, définir la stratégie ESG donc, de la société. Quelles sont les options stratégiques sur ces enjeux matériels. 3, décliner cette stratégie en plan d'action, donc des actions concrètes et initiatives pour déployer la stratégie. Olivier pourra revenir sur le sujet pour rendre concret ce plan d'action et le suivre dans le temps. Arthur pourra revenir également sur des exemples de chiffrage de ces initiatives, puisque l'idée, c'est bien, encore une fois, pour le traduire dans une évaluation financière, que ce plan d'action et cette stratégie se reflètent avec des impacts, certes, de KPIs ESG, mais aussi des impacts de KPIs financiers. Et donc, on s'attendrait à ce que ces initiatives se traduisent classiquement sur des impacts chiffre d'affaires, OPEX, CAPEX, subventions, financement et autres. Le grand classique, et on y reviendra, c'est quand même le sujet CAPEX. C'est
combien on va mettre sur la table d'investissement, notamment. Grand classique, mais il y a aussi quelles sont les nouvelles offres et produits qu'on peut développer, donc impact chiffre d'affaires, impact OPEX également sur des charges ou des abaissements de coûts, comme on le disait, des économies de coûts, comme on le disait en introduction. Et ensuite, estimer donc les flux de trésorerie dans les évaluations sur la période de projection et mettre en œuvre nos méthodes d'évaluation classiques. Cette approche, donc préconisée par le livre blanc de France Invest, rappelait d'ailleurs dans l'étude, qu'un tiers des acteurs du private equity ont intégré ces critères ESG dans leurs évaluations à des niveaux plus ou moins chiffrés. Et l'idée, c'est bien de démocratiser, je dirais, cette approche. Comment cela se traduit finalement dans l'approche de chiffrage? Si on revient un peu plus en détail, je le disais en introduction, l'idée c'est d'avoir des impacts, et je mets au centre quelques KPIs financiers classiques. Alors, France Invest fait référence notamment à ces KPI et sans surprise, dans le monde du private equity, on va chercher notamment des multiples d'EBITDA. Donc, les KPIs ciblés ici, ce sont les l'EBITDA, des multiples et de la dette, mais c'est vraiment pour schématiser. L'idée, c'est bien d'avoir une vue d'ensemble sur l'intégralité des risques et opportunités, qu'ils soient de marché, opérationnels, risques de financement ou de régulation. Et donc là, dans l'analyse de l'environnement, et on revient sur la phase 1, qui était quels sont les, je reviens en arrière, quels sont les enjeux ESG matériels qui s'appliquent à notre société compte tenu de son secteur et de ses spécificités. L'idée est bien de regarder et d'analyser les évolutions de marché, les évolutions de réglementation. Je vais faire par exemple référence à l'évolution en Europe de la norme sur les véhicules thermiques et électriques, 2035 réglementation qui s'applique aux acteurs du secteur uniquement en Europe. Donc ça a des implications sur une géographie donnée. Donc là, on est plutôt sur risque et opportunité, clairement, avec un sujet de risque, je dirais, en termes de timing et de pénalité si on n'arrive pas aux ambitions données, et opportunité également sur des nouveaux marchés, des nouveaux véhicules qui vont accélérer la transition. Risque opportunité opérationnelle, clairement, c'est comment cela se traduit en opérationnalisation sur les sites industriels, sur les offres de véhicules. Donc là, on est plutôt sur une opérationnalisation de la stratégie. Et en termes de financement également, je revenais sur tout ce qui est financement sur des entreprises vertes, on peut revenir sur l'accès au financement. Est-ce qu'il y a des risques et opportunités plutôt des opportunités de financement via des subventions, via des financements, je dirais, spécifiques dans le cadre d'une transition qui serait accordée à certains opérateurs. Est-ce qu'il y a des financements particuliers en fonction d'une stratégie ESG qui permettrait de répondre à des critères particuliers? Et donc là, on peut parler d'opportunités également. Une fois que l'on a fait cette analyse, l'idée c'est de la traduire en exemple d'impact. Et donc là, je reprends quelques lignes d'un cash flow classique. Donc de les reprendre dans le cash flow et de les traduire de point de vue financier par, si on reprend le chiffre d'affaires, des ventes additionnelles liées à de nouveaux produits par exemple, dans les coûts, intégrer les optimisations de production, politique d'achat, également intégrer d'éventuels risques liés à des hausses de prix de matières premières, notamment liées au fait que la rareté sera importante, des contraintes réglementaires ou des coûts logistiques qui pourraient augmenter du fait de taxes, notamment taxes aux frontières typiquement, exposition donc à des hausses de coûts de transport également. Sur les coûts de personnel, on peut avoir des plus et des moins typiquement avec une optimisation des coûts salariaux. Je parlais de la baisse du turnover lié à des politiques notamment qui permettent de maintenir
le bien-être au travail et d'attirer des talents qui vont rester dans l'entreprise plus longtemps du fait de leur attrait pour l'entreprise, mais également éventuellement des coûts salariaux additionnels, notamment liés à de la prévention sur de la sécurité ou sur le bien-être au travail qui vont engendrer quelques coûts supplémentaires. Autres exemples, la performance énergétique des installations qui peut également engendrer des économies de coûts, mais aussi des investissements ou des OPEX complémentaires. Classiquement, vous allez avoir d'autres catégories d'impact sur les cash flows, tout ce qui est subventions ou nouvelles taxes qui vont s'appliquer. Encore une fois, on est sur opportunités et risques sur nos cash flows. Et enfin, les investissements qui sont classiquement les éléments sur lesquels les entreprises vont communiquer le plus facilement et vont identifier le plus facilement les quantums à mettre sur la table pour assurer leur transition et sur lequel on a le plus de maturité en général en termes de disclosure. Dans les faits, donc là, je reprends un cash flow classique. Comment intégrer le l'ESG dans les évaluations ici? Plusieurs impacts. Donc, j'ai passé pas mal de temps à expliquer clairement là où on voit le plus de valeur ajoutée, c'est l'intégration de l'ESG dans les cash flows. Et donc, que le client ou que le management ou que la société qui prépare le business plan de l'actif que l'on va évaluer intègre dans ses cash flows, dans son business plan, cette transition où toute la stratégie est le reflet chiffré dans ces cash flows. On peut également aussi avoir des options d'extrapolation de plans d'affaires. Donc, on parlait de 2035, nouvelle réglementation. Clairement, étendre un BP qui serait sur 5 ans fait clairement du sens pour comprendre une trajectoire qui va clairement avoir des impacts en termes de réduction du thermique et essor de l'électrique. Avoir aussi des approches multi-scénarios, c'est clairement l'enjeu et également où on se dit qu'on pourrait avoir le plus de valeur ajoutée dans le cadre de nos évaluations. Je mentionne également rapidement les autres piliers ou les autres vecteurs. Vous pouvez avoir des engagements, notamment de remise à niveau des actifs ou des sites industriels dans des provisions, donc dans le bridge à valeur d'entreprise, à valeur des fonds propres, ne pas oublier tout ce qui est engagement au bilan et hors bilan. Donc, une analyse justement des engagements également sur ces sujets-là est intéressante. Et enfin, dans les paramètres d'évaluation, toujours intéressant également de se poser la question dans le taux d'actualisation, le taux de croissance long terme, si le WACC que l'on utilise reflète des données de marché sectoriel et comment se positionne notre société par rapport à ces comparables. Et les sociétés cotées que l'on retient, est-ce qu'elle est moins disante typiquement par rapport à ces sociétés? Et auquel cas, est-ce qu'on pourrait se poser la question de est-ce que le plan d'affaires intègre tous les CAPEX, OPEX et opportunités? Est-ce qu'il y a une ambition ou est-ce qu'on est plutôt en retard par rapport à ses concurrents? Et auquel cas, est-ce que le plan suffit, je dirais, à rattraper ce retard ou est-ce qu'il y aurait potentiellement une prime dans le taux d'actualisation à intégrer? Là-dessus, j'alerte classiquement aussi sur cette prime dans le taux d'actualisation. On a dans le sujet de taux d'actualisation parfois des primes spécifiques, notamment liées à la taille de la société. Et bien sûr, les grands, alors, sauf si les petits sont solution au problème, il y a en général une observation qui est de dire que les grands du secteur vont avoir une maturité sur leur transition qui sera plus forte que les petits. Ils ont à ce titre, en général, ils embarquent un écosystème, ils embarquent leur secteur, ils ont vocation à communiquer sur les stratégies, les KPI à reporter et finalement les grandes trajectoires. Et je dirais, on n'a pas vocation à double compter une prime de risque liée à une moindre maturité ESG, en plus d'une prime de taille, ce qui me semblerait être plutôt redondant auquel espèce dans l'évaluation.
Vous avez quelques exemples de questions à se poser ici. Alors, finalement, l'idée, c'est que dans l'approche d'évaluation que vous allez mener, quand vous allez prendre connaissance de la société ou de l'actif, l'idée, c'est bien de s'assurer de la maturité de la société dans sa gouvernance ESG et donc de comprendre comment elle se positionne. Est-ce qu'elle a une organisation en place? Est-ce que la stratégie est déjà reflétée dans un plan chiffré et comment elle se traduit dans le business plan que l'on retient pour l'évaluation? Enfin, l'idée, c'est bien aussi de comprendre, voilà, si la société que l'on évalue est arrêtée, s'il y a des litiges en cours sur ces sujets, voilà, quelques types de questions que vous pouvez adresser et Arthur et Olivier reviendront plus en détail sur finalement toutes les angles d'attaque que l'on peut avoir. Peut-être 2 mots sur le sujet. De notre côté, on a développé des outils, notamment pour comparer la maturité ESG de la société que l'on évalue par rapport à ses pairs, notamment lorsque l'on regarde des évaluations de sociétés cotées. L'idée, c'est de regarder le benchmark de rating ESG de notre société par rapport à ses pairs pour calibrer encore une fois cette maturité et savoir si finalement on arrive à se dire qu'on est en ligne avec ses pairs ou que l'on est plutôt déconnecté. Donc là, c'est un premier outil, par exemple Power BI que l'on a développé. L'autre analyse que l'on a pu faire, c'est de regarder la corrélation entre rating ESG et multiples d'EBITDA en fonction des secteurs, des géographies, pour pouvoir savoir si finalement on a cette corrélation qui pourrait s'appliquer. C'est là que j'en reviens à dire que on observe clairement qu'il y a un sujet de moindre rating ESG pour les sociétés de plus petite taille. Et donc, encore une fois, j'alerte sur le fait de ne pas double compter ce risque ESG avec la prime de taille, dans le taux d'actualisation notamment. Je vais avancer et laisser la parole à Arthur. Donc, comme je vous le disais dans l'approche d'évaluation, première brique, comprendre la stratégie ESG, la traduire en éléments chiffrés. Dans le business plan que l'évaluateur va récupérer, la question est de savoir si on a une maturité et calibrer la maturité de la société pour après, mener ces analyses sur le BP et les paramètres d'évaluation. Tout l'enjeu, c'est de savoir justement comment on opérationnalise et on chiffre cette stratégie ESG. Arthur, je te laisse la parole pour en parler. Merci Virginie. Donc en effet, on commence par un petit focus sur la stratégie ESG pour avant de l'évaluer, avant de savoir comment elle rentre dans la valorisation de l'entreprise, avoir juste une vision de comment est-ce qu'elle est préparée par les entreprises et à quelles étapes sont les plus clés pour pouvoir ensuite définir l'impact sur la valorisation. Donc, pour rappel, une stratégie ESG se construit en 3 grandes étapes avec, en plus de manière transverse, la communication interne et l'implication des salariés. La première étape, c'est évidemment de sélectionner les enjeux ESG matériels pour l'entreprise au sein d'un univers d'enjeux avec une cotation de ces enjeux et via classiquement désormais une matrice de double matérialité. La deuxième étape, c'est de définir des engagements ESG, de définir le niveau d'ambition qu'on veut se fixer en tant qu'entreprise, quel est le tone from the top de la direction, comment on souhaite se placer par rapport aux pratiques de marché, de formaliser ces engagements et de les décliner dans des objectifs quantifiés. Et ensuite, pour atteindre ces objectifs quantifiés, il faut définir des plans d'action concrets, avec des moyens, avec des indicateurs de résultats intermédiaires pour savoir si on peut être en ligne avec le déploiement du plan d'action qu'on s'est fixé. Donc on formalise ces feuilles de route et on les décline ensuite opérationnellement avec, comme je l'ai dit, l'ensemble des salariés et des fonctions qui sont impliquées. Alors, on va avoir un premier zoom sur la double matérialité. Pour rappel, pour tout le monde, on commence cette sélection des enjeux ESG par lister un ensemble d'impacts, risques et opportunités potentielles et de les coter. La matérialité d'impact d'abord, donc c'est l'impact que l'on a sur le monde extérieur via nos actions en tant qu'entreprise, donc sur l'environnement, sur la société en général, avec une matrice classique de gravité fois fréquence, et la matérialité financière également, qui sont mises sur un même plan dans
les ESRS, donc dans les normes européennes, et où là, on parle plutôt de risques et opportunités pour l'entreprise. Comment est-ce que les événements extérieurs viennent toucher directement l'entreprise, soit son chiffre d'affaires, sa rentabilité, ses marges, également avec une notion de gravité financière et de fréquence qu'il faut ici aligner à la méthode d'analyse des risques de l'entreprise plus générale. Avec cette méthode, on se retrouve avec une matrice en 4 cadrans classique et où tout ce qui est finalement matériel, soit d'un point de vue de l'impact sur le monde extérieur, soit d'un point de vue financier pour l'entreprise, devient un enjeu sur lequel il faut reporter d'après les ESRS. Et donc, c'est tout ce qui est ici encadré en rouge, et seulement ce qui n'est ni matériel financièrement, ni matériel au niveau de l'impact peut être laissé de côté parmi les différentes thématiques ESG. Si on passe à la page suivante, pour se fixer des engagements, tout à l'heure, je parlais de définir son niveau d'ambition. Tout le monde n'a pas vocation à être best in class, en tout cas pas sur tous les sujets. Et donc, il faut bien analyser les pratiques de marché sur les enjeux qui sont matériels pour l'entreprise et sélectionner au sein du management le niveau d'ambition qu'on se fixe. On peut vouloir être en tête et être pionnier. On peut vouloir être parmi les bons éléments proactifs, mais pas parmi les tout meilleurs parce qu'on comprend que ça peut nécessiter des investissements importants, une communication proactive, peut-être des risques d'image aussi de se présenter proactivement ou très proactivement au marché avec ces questions de durabilité. Et puis, le niveau minimal, je l'appellerais le niveau de conformité légale et réglementaire, sans plus, qu'on peut aussi choisir d'avoir sur certaines thématiques. Donc, on définit les enjeux matériels, on se fixe le niveau d'ambition et on décline cela dans des engagements et des objectifs. Donc des objectifs qui doivent être timés dans le temps pour chacun des enjeux prioritaires et bien formalisés, si possible avec des jalons intermédiaires pour que l'on puisse suivre l'avancement. On a une petite illustration ici sur la biodiversité et le climat pour un acteur du luxe, des objectifs qui se sont fixés. Alors là, ils communiquent les objectifs 2030, mais également les objectifs pour l'année suivante, donc pour 2026 en l'occurrence. Et enfin, le dernier zoom sur la partie stratégie ESG, c'est de définir des plans d'action quantifiés. Donc, bien définir les actions et les indicateurs précis que l'on veut atteindre et de quantifier les impacts financiers et extra-financiers pour chacune des actions que l'on va mener. Un impact extra-financier, c'est par exemple une tonne de CO2 réduite ou évitée grâce à une action. Et l'impact financier, c'est, comme on l'a dit, les CAPEX à investir, l'impact sur l'EBITDA via une augmentation ou une réduction des charges liées à cette action, et l'impact net sur le free cash flow qu'il faut aussi évaluer correctement. En synthèse, peut-être, quand on est évaluateur externe, on n'a pas toujours accès à l'ensemble de ces informations qui sont de l'ordre de la cuisine interne de l'entreprise. Donc, comment est-ce qu'on fait pour évaluer la maturité d'une stratégie ESG qui nous est présentée dans des documents publics? On a quelques critères à regarder. C'est pas absolument exhaustif, mais ça donne une idée de par où commencer. Il faut toujours commencer par la question de la gouvernance de l'ESG déjà au COMEX qui représente l'ESG. Est-ce qu'on n'a pas de représentant? Est-ce qu'on a un VP qui est membre du COMEX qui couvre plusieurs sujets dont la RSE, mais le directeur développement durable n'est pas membre du COMEX, ou est-ce qu'on a un directeur, une directrice du développement durable directement membre du COMEX, qui est ce qu'on imagine être la pratique la plus avancée. On regarde ensuite les objectifs. Est-ce que ces objectifs sont quantifiés? Est-ce qu'ils sont quantifiés sur tous les enjeux prioritaires? Et est-ce qu'ils sont ambitieux?
Alors là, ça demande de faire un peu de benchmark, de regarder aussi éventuellement des scénarios publics et scientifiques. Je pense notamment à la Science Based Target Initiative s'agissant du climat, pour pouvoir comparer finalement le taux de réduction de CO2 annoncé par l'entreprise par rapport à ses pairs et par rapport à ce qui est attendu scientifiquement dans un scénario de degré ou 1,5 degré. Et c'est le plus simple pour le climat, mais c'est tout à fait possible de faire la même chose sur les déchets, sur le taux de fréquence des accidents du travail. On a des benchmarks très précis par secteur d'activité sur les meilleurs taux de fréquence atteignables. Il faut donc regarder si les objectifs sont définis et ambitieux. On regarde également le plan d'action, à quel point est-ce qu'il est détaillé, à quel point est-ce qu'il présente des jalons intermédiaires, à quel point est-ce qu'il est étayé avec un budget quantifié et des ressources humaines dédiées au déploiement de ce plan d'action. On a la question des incentives, soit pour le top management, soit pour le management intermédiaire. Est-ce qu'on a des critères ESG intégrés à la rémunération du management pour l'atteinte de ces objectifs à court et à long terme? Est-ce que ces critères ESG sont uniquement des objectifs de moyens, comme avoir réalisé une formation, faire signer les chartes à des fournisseurs, voilà, des objectifs uniquement de moyens, ou est-ce que c'est des objectifs de résultats qui est vraiment atteindre les jalons intermédiaires qu'on s'est fixés dans notre plan? Et enfin, je pense que on n'est plus tellement en 2026 dans l'ère de la première fixation des stratégies ESG, on est plutôt dans l'ère de l'opérationnalisation avec dans le viseur l'année 2030 qui sera importante parce que c'est l'année cible pour beaucoup d'objectifs. Et donc, on ne peut pas évaluer la maturité d'une stratégie en la décorrélant complètement de l'évaluation de la performance à date. Et c'est important de comprendre si l'émetteur, l'entreprise, publie sa performance, si cette performance est en retard, si elle est on track, donc dans la bonne performance attendue selon son plan, ou s'ils sont même en avance sur le plan et qu'ils choisissent, pour certains, de densifier, d'accélérer leurs objectifs. Certains rehaussent en fait leurs objectifs en cours de route parce qu'ils ont réussi à les atteindre en avance, et là, ça fait partie des meilleures pratiques. Voilà, donc en tant qu'externe, voilà ce qu'on peut regarder, même si on n'a pas accès à toute la cuisine interne, comme je l'ai appelé. Alors maintenant, on va prendre deux exemples. Pour voir comment est-ce que des événements, des actions endogènes pour commencer sur le premier zoom et exogènes pour le deuxième, finalement impactent directement la valorisation de l'entreprise. Le premier exemple, c'est le plan de transition climatique, que j'appelle endogène parce que c'est quand même l'entreprise qui décide de se fixer une ambition climat, qui décide des actions qu'elle met en œuvre pour l'atteindre et des CAPEX qu'elle mobilise pour réussir sa transition climatique. Donc, cette page est juste une page d'introduction pour rappeler que en Europe, on a cet objectif de neutralité carbone à horizon 2050, qui s'est traduite dans la CSRD et les ESRS par l'obligation de publier son plan de transition s'il existe pour les entreprises concernées. Et un plan de transition, c'est d'abord publier les objectifs et la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est le fait de publier le plan d'action qu'on met en œuvre avec l'impact sur les GES, donc sur les émissions de gaz à effet de serre, avec la question du financement de ce plan d'action, les impacts CAPEX et OPEX, la cohérence avec la stratégie de l'entreprise qui est demandée également, et la gouvernance et l'alignement avec la planification financière, et est-ce que cela a été validé par les organes de gouvernance de l'entreprise. Donc c'est bien endogène parce que l'entreprise décide de se fixer ses objectifs et d'y allouer les moyens qu'elle souhaite. Sur le plan de transition, page suivante, on a fait un benchmark l'an dernier qu'on va actualiser là dans quelques semaines sur finalement les premières publications CSRD des grandes entreprises. Ici, on a un échantillon de 46 entreprises en Europe, grandes entreprises parce que près de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires en moyenne, très grandes entreprises. Il en résultait que près de 80% de ces très grandes entreprises européennes avaient publié un plan de transition
climatique. Mais seulement 61% des entreprises déclarent avoir mené une analyse qualitative ou financière des impacts et des risques précis en matière de changement climatique. Et seulement 13%, c'est plutôt ça le chiffre qu'il faut retenir, publier un chiffrage financier complet, c'est-à-dire avec la valeur d'entreprise ou la valeur d'actifs à risque en raison du climat, les impacts sur le revenu et les impacts sur l'EBITDA. Donc finalement, beaucoup d'entreprises ont commencé à produire un plan de transition, mais encore assez peu ont produit et publié les impacts financiers détaillés qui vont avec. Peut-être fait intéressant, vous avez également dans les DEU des mentions dans les sections sur les tests d'impairment de goodwill notamment, qui font mention de l'intégration du risque climatique dans les tests. Certains émetteurs commencent aussi à communiquer sur les montants de CAPEX qui impactent la valorisation du groupe ou comment ils ont intégré également ce risque climatique de façon chiffrée dans leurs tests. Juste pour compléter, Arthur, effectivement, ce que tu mentionnais. Alors, peut-être de manière un peu plus pratique, on va vous parler d'un exemple rapidement d'un projet qu'on a mené avec une entreprise d'infrastructure qui avait l'ambition de réduire ses émissions de gaz à effet de serre via une stratégie de décarbonation avec des objectifs basés sur la science et qui engage les différentes business units de l'entreprise. Donc, on a avec eux travaillé sur les actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer des scénarios climatiques, évaluer le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre, calculer les coûts associés et consolider tout ça. Et c'est peut-être le point assez différenciant, consolider tout ça dans un outil qui permet d'avoir à la fois la trajectoire CO2 par BU et par action, et la trajectoire financière par BU, par action, en CAPEX, en impact EBITDA et en impact free cash flow, ce qui a facilité la prise de décision ensuite par le comité exécutif pour valider cette stratégie. Le résultat, ça a été effectivement que cette entreprise s'est engagée à publier sa stratégie et l'a fait valider en COMEX et l'a fait désormais revoir au moins une fois par an quant à son avancement en COMEX et à quantifier en interne l'ensemble des actions à inclure dans un budget lié au carbone. En pratique, ce qui a été fait, c'est de décomposer les émissions de gaz à effet de serre par source d'émissions et de construire des actions pour chacune des sources et pour chacune des BU et des périmètres géographiques. Donc, on prend l'exemple, par exemple, des émissions de gaz à effet de serre liées aux véhicules de fonction et de service. Pour ce groupe, ça représentait plus de 30% des émissions totales de GES, avec des chargés d'affaires qui se déplaçaient sur le terrain toute la journée, près de 100 000 véhicules dans le groupe qui étaient détenus ou en leasing. Et donc, les actions, c'était assez classiquement l'électrification, l'hybridation, le renouvellement de la flotte, la formation à l'éco-conduite. Mais ensuite, il fallait le décliner en impact CAPEX et OPEX. Donc, évidemment, les véhicules électriques coûtent un peu plus cher, que ce soit d'ailleurs en CAPEX si on les achète ou en leasing ça finit également en CAPEX dans les comptes, mais même en leasing, ça coûte plus cher à la location. En revanche, il y a des économies importantes sur les coûts de carburant, selon les pays sur les coûts de péage. Maintenant, on a la directive Eurovignette en Europe qui a été modifiée pour que les péages de véhicules électriques progressivement deviennent moins chers que les péages de véhicules thermiques, et surtout sur les coûts de maintenance qui sont inférieurs sur l'électrique. Donc, ça a été factorisé sur la durée de détention du véhicule, et on a pu calculer finalement le ROI financier et extra-financier pour cette action. C'est un exemple, il y a plus d'une quarantaine d'actions qui avaient été analysées pour ce groupe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en modélisation financière, on a toujours mon biais, on avait la capacité de séquencer chaque initiative et donc de voir dans le temps, en fait, si on avait un cumul de CAPEX, par exemple, une année donnée, si on accumulait l'intégralité des initiatives qui restaient raisonnables ou pas, ou de les sélectionner pour justement timer dans le temps l'effort en fonction des initiatives. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir cette vue, je dirais, calendarisée de chaque initiative
pour comprendre finalement l'investissement et sélectionner ou prioriser les actions comme un outil de prise de décision, d'aide à la prise de décision. Et je crois qu'on va avoir un petit graphique page suivante. Voilà, si vous regardez en bas à gauche, la trajectoire financière par source d'émission. On voyait qu'il y avait des actions qui étaient finalement tout de suite rentables, ou quasiment tout de suite rentables, et d'autres qui allaient prendre beaucoup plus de temps. Sur les processus industriels, c'est des investissements en CAPEX qui sont assez élevés et qui nécessitent plusieurs années pour obtenir une rentabilité financière. Et le groupe avait pu, avec cet outil, finalement, phaser sur la dizaine d'années de temps jusqu'à 2030 pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, phaser les actions pour avoir une trajectoire financière acceptable en termes d'impact sur la marge et sur les EBITDA. Et on voyait que l'outil permettait également en haut à gauche de voir l'impact carbone. Alors là, c'est tout petit, donc on a l'impression que chacune des années était similaire, mais il y avait quand même quelques années ça s'accélérait notamment sur la fin, il y avait quelques années qui étaient un peu plus importantes parce qu'on commençait certaines actions un peu plus impactantes. Voilà, donc c'est vraiment un exemple d'approche intégrée pour le financier et l'extra-financier. Un deuxième zoom sur lequel je vais être un peu plus rapide sur les enjeux liés au recyclage des batteries électriques, plutôt pour le secteur des constructeurs automobiles. Là, c'est un zoom que j'appelle plutôt exogène, parce qu'il s'agit d'une nouvelle réglementation européenne qu'il s'agit de prendre en compte quand on fait les évaluations, parce que donc on parle du règlement batterie qui est paru en 2023 et qui comporte notamment l'obligation de responsabilité élargie du producteur sur les batteries. Donc, ça veut dire l'obligation de collecter, trier, recycler en fin de vie les batteries qu'on met sur le marché quand on est un constructeur automobile. Et donc, avec cette obligation, l'obligation de provisionner le coût futur du recyclage de ces batteries. Et donc là, on a eu ce nouveau texte qui est entré en vigueur en août 2025 et qui concrètement doit toucher les états financiers, mais surtout les cash flows futurs, parce qu'au début, c'est que de la provision, on ne sort pas réellement de cash pour pouvoir faire ce tri et ce recyclage. Et le cash, il sera sorti entre 8 et 15 ans après, au moment où on va devoir récupérer ces batteries. En Europe, on attend, et même si les objectifs ont été un tout petit peu diminués, donc on avait cet objectif de 100% de véhicules électriques en 2035, il s'est passé à 90% avec de la flexibilité pour les 10% restants. Les projections de marché sont autour de 45% de véhicules électriques immatriculés en Europe en 2030. Ça veut dire quand même plus 450%. Je sais pas s'il faut encore parler en pourcent de batteries mises sur le marché par an d'ici 2030. Donc accélération de la demande et obligation de recyclage. Si on passe page suivante, on voit que c'est une charge significative en fait pour les constructeurs parce que de cette obligation externe, les constructeurs peuvent soit déployer leur propre filière de responsabilité élargie du producteur. Donc ça veut dire opérationnellement s'organiser pour savoir où sont les batteries, les collecter en fin de vie, les recycler. Donc ça veut dire là construire une filière en interne, recruter, mobiliser des compétences, peut-être le faire par intégration horizontale ou verticale avec potentiellement jusqu'à créer des co-entreprises pour pouvoir avoir le recyclage qui est en partie intégré et pour pouvoir bénéficier de la matière secondaire qui en ressortira. Donc c'est des enjeux stratégiques assez importants si on décide de le faire soi-même. Et la deuxième option, c'est de souscrire à un éco-organisme certifié. Les éco-organismes sont nationaux en Europe. Et dans ce cas, finalement, l'éco-taxe qu'on va payer est libératoire. La responsabilité opérationnelle est transmise à l'éco-organisme. On a toujours une responsabilité juridique in fine sur le constructeur, mais concrètement, c'est libératoire et on n'a pas besoin de provisionner autre chose. Dans ce cas, on paye notre éco-taxe et c'est à l'éco-organisme de gérer 8-15 ans après la fin de vie de la batterie. Donc déjà, il y a un premier choix stratégique à opérer. On a publié un article un peu détaillé sur le sujet avec l'IDRI, l'Institut du
du développement durable et des relations internationales, en particulier leur branche mobilité qui s'appelle l'Institut des mobilités en transition. On a évalué à un peu plus d'1 milliard d'euros par an dès 2026 en année pleine le montant approvisionné par les constructeurs automobiles qui mettent des véhicules électriques sur le marché européen. Et évidemment, ce milliard, comme on a dit que le marché du véhicule électrique allait augmenter, c'est chaque année, à concurrence du nombre de véhicules électriques qu'on met sur le marché, qu'on va devoir provisionner davantage. Donc les enjeux sont pas neutres d'un point de vue financier et concrètement, si on est aujourd'hui un évaluateur sur le secteur automobile, il faut avoir à l'esprit ces obligations réglementaires et essayer de comprendre comment est-ce que notre cible ou notre émetteur les a concrètement prises en compte dans son business plan ou pas, parce que l'obligation est bien présente. Alors, avant-dernière page, on voit que sur cette filière du recyclage de batteries, on a un enjeu de sécuriser notre sourcing, dérisquer le sourcing via le recyclage, de résilience accrue face à la volatilité des matières premières, d'industrialisation du recyclage et d'économie d'échelle pour en réduire le coût, et évidemment de réduction de l'impact environnemental. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que c'est un coût pour les constructeurs, mais c'est aussi potentiellement des opportunités stratégiques selon ce qu'ils décident d'en faire. Et ceux qui, comme un fameux constructeur aux losanges l'a annoncé il y a 2 semaines, s'associent dès maintenant avec des recycleurs pour monter des co-entreprises ou avoir des projets sur ces sujets-là, ça doit, à mon avis, impacter l'appréciation du business plan. Là, on avait une illustration que je ne vais pas détailler pour pouvoir passer la parole à Olivier. Merci beaucoup Arthur. Bonjour tout le monde, donc Olivier Chevreau, associé EY. J'ai la particularité d'avoir été CSO du groupe Nexans et auparavant CFO. Donc les enjeux opérationnels sont extrêmement critiques et importants et j'y tiens beaucoup. Donc l'idée est en effet d'essayer de se poser la question de quelles sont les problématiques opérationnelles. Peut-être que les premières questions qu'on a des groupes qui viennent nous voir, ça a été de nous dire ok, j'ai pris des engagements ESG, j'ai sensibilisé mes équipes, enfin j'ai tout fait et pourtant j'arrive pas à délivrer les objectifs. Donc ça c'est la première catégorie de problèmes. C'est souvent des groupes qui sont engagés il y a longtemps, qui sont partis tôt dans le processus d'objectifs ESG, de décarbonation et qui ont loupé des échelons au moment de l'opérationnalisation justement. Donc, on va en parler. Deuxième cas de figure important, c'est des groupes qui nous disent on a des objectifs financiers, on a des objectifs ESG, mais en interne, c'est un peu la guerre entre les deux. Si on fait un peu pour le profit, c'est au détriment de l'environnement. Si on fait un peu pour l'environnement, c'est au détriment du profit. Donc là, on va être sur quelque chose de très concret et très problématique dans les groupes, c'est la question des injonctions contradictoires. C'est-à-dire, si elles ne sont pas identifiées, si elles ne sont pas résolues, eh bien, ça va être un vrai problème opérationnel. Parce que les groupes ne pourront pas atteindre leurs objectifs. Troisième cas de figure, sur lequel je m'étendrai sans doute un peu moins, c'est beaucoup de groupes ont pris plein d'engagements ESG et certains peuvent être un peu éloignés des produits et services vendus par le groupe. Donc là, il y a une dichotomie entre le business proprement dit et la stratégie RSE. C'est aussi un problème opérationnel, parce que plus cette dichotomie est forte, plus on aura de difficulté à engager les équipes autour de la stratégie ESG. Donc, problème d'opérationnalisation, de changement de façon de faire, d'injonction contradictoire ou de dichotomie entre ESG et business. Essayons de rentrer un peu comment faire dans ces situations-là. L'approche qu'on propose et qu'on développe chez EY auprès de nos clients, c'est d'avoir une approche combinée, financière et extra-financière, basée sur la donnée. C'est à partir de la donnée financière et extra-financière qu'on arrive à évaluer le coût financier de l'ESG et les impacts ESG du business plan. On en a parlé précédemment. Et c'est évidemment un travail collaboratif entre la direction RSE et la direction financière. Cette approche permet de structurer l'approche, d'avoir une approche systémique. Je vous donnerai un exemple de qu'est-ce que c'est qu'avoir une approche systémique, d'identifier et de résoudre les injonctions contradictoires pour enfin transformer les processus opérationnels. C'est évidemment cette dernière partie qui est la garantie que le business plan qu'on annonce et sur lequel on va valoriser l'ESG va vraiment être réalisé.
Alors, bâtir une approche basée sur la donnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord être en capacité de mesurer chacun, la situation de la société par rapport à chacun de ses impacts, avoir des plans d'action, on en a parlé, de savoir est-ce qu'on est en train de réduire un impact négatif ou de générer un impact positif, de savoir aussi quelle est la dimension du potentiel. On n'a pas réponse à tout immédiatement. Il faut aussi avoir conscience que sur certains aspects, le potentiel est fort et on ne l'a pas encore traité. Et, comme Arthur l'a mentionné précédemment, d'être en capacité d'évaluer financièrement les plans d'action, le coût de la trajectoire, quelle qu'elle soit, je mets décarbonation, mais quelle qu'elle soit, l'impact financier des risques et des opportunités, ou le coût de l'inaction, par exemple. Ça permet je dirais, de financiariser le ESG et de prioriser les impacts les uns entre les autres. Je vais vous donner un exemple d'approche systémique. Approche systémique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Arthur a bien présenté qu'il nous fallait une double matérialité. C'est-à-dire de connaître l'impact de l'ESG sur la société et de la société sur l'ESG. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut réussir à lier les sujets entre eux. Là, je vous donne l'exemple d'une société qui importe du poisson. On a pu lier le fait que le poisson a un impact sur la santé humaine, sur les clients, donc c'est un impact négatif, puisque ça peut être un risque sanitaire, et à ce moment-là, il n'y a plus de performance financière. Ça peut être aussi un impact positif, parce qu'en fonction de l'apport en protéines, en oméga 3, vous pouvez pricer différemment votre poisson. Impact sur les clients en termes de santé, impact sur les clients en termes d'accès. Grâce à cette société, on peut manger du poisson, où qu'on soit, en France, en Europe, alors même qu'on est parfois loin de la mer. C'est un impact social. Et si c'est santé et accès côté client, c'est aussi santé et accès en interne sur l'effectif de la société. Donc, quels sont les enjeux? C'est notamment, on parle de gens qui travaillent tôt le matin, qui se lèvent à l'heure de la criée, qui travaillent dans le froid pour garantir la qualité du poisson, qui travaillent aussi en tant que chauffeur routier avec des enjeux de pénibilité du travail. Donc, garantir la santé du consommateur grâce à un poisson de qualité, c'est bien. Ça nécessite aussi, évidemment, de garantir la santé de ses employés. Si c'est santé et accès côté client, santé et accès côté employé, c'est aussi santé et accès côté fournisseur. Quels vont être les sujets pour ce client-là? Le principal sujet, c'est l'accès au poisson. L'accès au poisson, le poisson, il y a un équilibre entre la pêche et l'élevage qui est en train de changer à vitesse grand V, c'est-à-dire qu'il faut passer de plus en plus vite à l'élevage, du fait du changement climatique qui raréfie le poisson, du fait de la surpêche, et ainsi de suite. Et vous voyez que tout est lié, c'est-à-dire plus vous avez une difficulté d'accès en amont, plus vous devez pricer de manière différenciée votre poisson en fonction de sa rareté pour le client. Donc, l'environnement est lié au financier, le financier est lié au social. Les achats responsables, c'est quoi? C'est que si vous voulez garantir la santé de votre consommateur, il faut que vous contrôliez comment le poisson a été élevé en amont. Donc, là, je vous donne un exemple de ce qu'on a pu mettre en place chez un client. La performance combinée, c'est quoi? C'est l'anticipation et la prévention des risques et la maximisation des opportunités. C'est quand l'environnement est lié au financier et lié au social, que tout est lié, et que vous montrez le côté écosystémique le côté écosystémique d'un modèle d'affaires. C'est un exemple, évidemment. Deuxième cas de figure, les injonctions contradictoires. De quoi s'agit-il? Quand j'étais directeur RSE, j'avais fait un peu comme tout le monde, et comme d'habitude, j'avais commencé par mettre en place un tableau de bord. En mentionnant, chère Virginie, j'aimerais que tu augmentes le chiffre d'affaires, le profit de la société, que tu décarbones tes activités, que tu gères tes déchets, que tu améliores la sécurité au travail de tes employés, la diversité de ton COMEX, etc., etc. Cette approche traditionnelle, elle a le mérite au niveau du central de se dire j'ai pris des super objectifs et je les ai cascadés au niveau local, donc tout va bien. Le gros inconvénient, c'est qu'en même temps d'avoir cascadé ces objectifs, vous avez cascadé les injonctions contradictoires. C'est-à-dire que le management, comme Virginie dans mon exemple, elle va se retrouver avec OK, j'ai X milliers d'euros de CAPEX possible, mais comment je fais le choix entre ces différents objectifs? Et comment je fais le choix avec ma stratégie financière? Et le management va légitimement faire des arbitrages. Ces arbitrages, ça peut bien tomber, ça peut mal tomber.
C'est-à-dire que potentiellement, certains des sujets qu'ils auront mis en avant seront peut-être moins importants aux yeux du groupe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un risque de dispersion des équipes et de dispersion des impacts. C'est un risque de désengagement parce que choisir, c'est renoncer et c'est jamais neutre. Et évidemment, le risque le plus fréquent, c'est la non-atteinte des objectifs. D'où l'importance de, avoir une approche écosystémique telle que présentée précédemment, et de deux, de se dire quelles sont les injonctions contradictoires qui existent entre les différents objectifs que j'ai pris, entre les objectifs RSE entre eux ou entre les objectifs financiers. Parce que la situation classique et trop classique aujourd'hui, c'est qu'on a eu une approche en silo, le financier d'un côté, l'ESG de l'autre, sans identification des injonctions contradictoires. Évidemment, ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que le financier l'emporte. C'est l'habitude des sociétés. Ils ont l'habitude de générer de la performance financière, de la piloter. Et du coup, la conséquence, c'est la non-atteinte des objectifs ESG. L'idée est de faire l'inverse. D'abord, d'identifier les injonctions contradictoires, de les qualifier, de se dire à quel moment j'ai un problème. J'ai peut-être un problème sur le volume, par exemple, entre je veux faire de la croissance volumique et pourtant je veux me décarboner, ce qui me pousserait à réduire mon volume. Comment je résous cette injonction de volume? Est-ce que j'ai des objectifs différenciés en fonction des pays? Certains vont croître, d'autres vont décroître. Est-ce que je vais modéliser la croissance volumique que je veux pour voir son coût additionnel en termes de décarbonation? Ça va être la partie résolution. L'enjeu, c'est quoi? C'est du problem solving. C'est plutôt de nier ce problème-là, de le poser sur la table, de l'identifier, de le qualifier, pour être sûr que derrière, quand on va opérationnaliser dans les processus décisionnels, slide suivante, on soit capable de prioriser les processus et d'embarquer le management. Que ce soit sur des sujets d'OPEX et de CAPEX, que des sujets d'incentive, des sujets de business plan ou de budget ou de R&D, on ait une approche articulée et combinée dans lequel on a résolu les injonctions contradictoires. Dernière slide, et avant les questions, et n'hésitez vraiment pas à poser toutes les questions que vous souhaitez pour Virginie, pour Arthur ou moi-même. Voilà les problèmes les plus fréquents qu'on rencontre dans l'opérationnalisation, des injonctions contradictoires qui sont non identifiées et donc qui vont poser problème dans le quotidien des managers, une absence de règles d'arbitrage, que ce puisse être des enjeux de priorisation, des enjeux de modélisation, des enjeux de combinaison, d'impact, d'équation. S'il n'y a pas de règles d'arbitrage, on laisse l'arbitrage, je dirais, à la personne qui les fait, avec tous les risques que cela peut comporter. Trop d'objectifs ESG, ça arrive aussi souvent. J'avais un groupe là récemment qui me demandait son aide parce qu'ils en avaient 35 objectifs ESG différents et que c'était trop éloigné du business, de leur business model. Des ambitions ESG, mais des décisions prises uniquement sur une base financière. Si l'ambition ESG est uniquement, je dirais, un enjeu de communication en fin d'année ou un enjeu d'incentive, mais dans le day-to-day des prises de décision, c'est uniquement sur une base financière, jamais ces objectifs ESG seront atteints. Une absence de spécification des enjeux ESG, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire notamment que vous prenez un objectif au niveau groupe, vous le cascadez de manière indifférenciée. La grosse difficulté, c'est que ça ne va pas forcément correspondre à la réalité de l'usine, de l'entité, quelle qu'elle soit dans l'organisation, qui peut avoir des spécificités dont il faut tenir compte. Et ça, c'est un problème très fréquent dans les groupes. On l'a mentionné, et les deux derniers sont extrêmement critiques par rapport à notre enjeu d'intégrer la durabilité dans la valorisation. Si le business plan est différent entre la finance et la RSE, ça va être un problème parce que on peut pas bâtir une trajectoire de décarbonation avec un business plan autre que celui du financier. Et si le business plan financier n'intègre pas les leviers ESG, évidemment, ça ne marchera pas. Et l'absence de chiffrage financier des enjeux ESG est très important. Dans le cadre de la CSRD, l'obligation a été décalée, mais pour les besoins opérationnels, c'est absolument critique de réaliser ce chiffrage au plus tôt pour être en capacité de prioriser, pour être en capacité de l'intégrer dans le BP et pour être sûr, je dirais, de faire les bons choix en termes d'objectifs ESG. Donc l'opérationnalisation,
c'est absolument pas quelque chose sur les côtés, c'est vraiment au cœur de la stratégie ESG, de la stratégie combinée financière et extra-financière. C'est la garantie que quand on va voir derrière les évaluateurs, on est assuré que ce qu'on dit, on le fait. Merci Olivier. Du coup, en conclusion, vous l'aurez compris, dans l'idée, comment intégrer le ESG dans une évaluation? Donc, ce serait comprendre les enjeux ESG matériels du secteur, deux, positionner la maturité ESG de l'entreprise que l'on évalue ou l'actif dans sa stratégie, sa gouvernance et son alignement par rapport aux pairs ou exigences réglementaires. Donc, s'assurer finalement qu'on a bien une stratégie, qu'elle est chiffrée et qu'elle est opérationnalisée. Et enfin, si cela est bien le cas, ou pas d'ailleurs, savoir finalement traiter les implications dans l'évaluation, donc si possible dans le plan d'affaires, vous l'aurez compris, ou via des sensibilités ou les paramètres d'évaluation. Voilà, Sonia. Un grand merci de vos présentations effectivement très complémentaires. Je voulais revenir quand même, ça ne t'étonnera pas Virginie, sur les questions d'évaluation plus classiques. Donc sans grande surprise en fait, hein, il n'y a pas une méthodologie nouvelle d'évaluation qui aurait surgi pour prendre en compte ces nouveaux enjeux. Et tout est dans l'analyse stratégique. C'est vraiment une question stratégique. Il faut, et vous l'avez très 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 bien montré, s'interroger sur la place qu'on veut tenir dans son environnement, un environnement concurrentiel, un environnement réglementaire qui a maintenant des impacts très 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 profonds sur sa stratégie et sa trajectoire, hein. En termes réglementaires, vous avez cité quelques exemples assez saisissants. Effectivement, il ne faut rien louper. Et ces réflexions doivent se traduire en plan d'action, en trajectoire, et donc, pour nous, évaluateurs, récupérer un plan d'affaires complet avec une combinaison des enjeux ESG et financiers voilà, qui nous permettent de réaliser nos travaux dans des conditions normales. Ce que je comprends, c'est que les entreprises sont toujours en train de travailler, mais on n'a pas encore forcément toujours des business plans qui intègrent la totalité des enjeux climatiques, enfin, des enjeux, pardon, ESG, hein, et pas uniquement climatiques, justement, hein. Les enjeux comme la biodiversité ou la pollution ne sont pas forcément tous traduits en trajectoire financière. On n'a pas forcément des business plans complets aujourd'hui. Comment est-ce que l'on fait? Tu disais qu'il y avait quand même, Virginie, une certaine corrélation entre les notations ESG et les multiples d'EBITDA. Est-ce que c'est quelque chose que vous, évaluateurs, enfin, que nous, évaluateurs, on devrait considérer dans nos évaluations? Alors, effectivement, Sonia, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que dans l'approche d'évaluation, il faut vraiment qu'on muscle toute la collecte d'informations. Classiquement, on posait la question de la société, de sa place dans son marché, des trajectoires, des tendances du secteur, de ses concurrents finalement. Je pense qu'il faut qu'on pose plus de questions sur ces sujets finalement d'environnement réglementaire et d'évolution sur le secteur qui s'impose à la société et de comprendre vraiment sa maturité sur les sujets ESG. Sur les informations disponibles, je pense qu'il y a quand même, chez les grands, on va dire sur les gros de chacun des secteurs, une maturité sur ces 2-3 dernières années qui a largement évolué et beaucoup sont en capacité, notamment dans leur présentation de business plan, d'isoler en tout cas à minima les CAPEX et souvent aussi les initiatives qui ont été mises sur la table pour justement tenir les ambitions, les trajectoires chiffrées qu'ils se sont données. Donc, on a vraiment, dans des présentations classiques de business plan, en général, ces quelques pages qui étaient plutôt qualitatives, je dirais, il y a 2-3 ans, maintenant, on commence à avoir des chiffres et une capacité à isoler ou en tout cas à communiquer sur des chiffres et sur des chiffrages. Dans nos évaluations, alors, je le mentionnais, on a créé cet outil sur nos bases de données, finalement, d'analyse de corrélation, rating et multiples. Bon, bien sûr, à prendre avec des pincettes. Il y a certains secteurs où ça marche. C'est-à-dire qu'on peut voir, j'avais une slide, notamment, c'était Building Materials. Dans certains secteurs, on arrive à observer une corrélation rating ESG et multiples. Et donc, on voit qu'on a vraiment, en fonction, finalement,
juste pour être sûr que tout le monde soit aligné, meilleur est le rating, meilleur est le multiple d'EBITDA. C'est intéressant de le savoir, notamment pour muscler l'analyse que l'on va et les questions que l'on va poser sur notre sujet ESG lorsqu'on arrive à démontrer qu'il y a une corrélation. Donc pour moi, c'est vrai que ça donne aussi de la force au Q&A entre guillemets avec nos clients, justement pour savoir, pour lui dire, voilà, regardez, on observe que dans votre secteur, on a une corrélation qui semble observée. Donc, compte tenu de votre performance, est-ce que vous considérez que vous êtes plutôt je dirais, en ligne avec vos pairs ou est-ce que vous êtes plutôt en retrait ou en décalage par rapport aux ambitions? Donc, je pense que c'est également des analyses à mener qui sont intéressantes et qui permettent d'éclairer et d'alimenter les discussions avec nos clients. On voit bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler sur un business plan qui n'aurait pas été travaillé à l'aune des enjeux ESG. Nous avons une question sur l'utilité des rapports de durabilité. C'est vrai qu'on a beaucoup d'informations quand même, quand on se donne la peine de bien lire en profondeur les rapports de durabilité. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un outil maintenant utile et qui est vraiment utilisé par les évaluateurs dans la démarche d'évaluation? Alors, je pousse pour que ce soit le cas et effectivement, lorsqu'on a des rapports de durabilité, l'idée c'est que dans la collecte d'informations, de les analyser. Classiquement, et je le mentionnais, on a un sujet de sélection finalement et de disponibilité de l'information, puisque ce rapport de durabilité il va être disponible sur certains émetteurs. Et donc la question, c'est effectivement la disponibilité et finalement pour les entreprises qui sont exclues du périmètre. Je crois que dans la question, il y avait aussi la question de est-ce que il faut que ce soit finalement une démarche volontaire. Je pense que, notamment pour les mieux-disants, c'est toujours pareil, pour les mieux-disants, oui, il y a vocation à montrer patte blanche, entre guillemets, et embarquer un écosystème pour montrer justement le bon exemple et se mettre en leader, je dirais, d'opinion sur le sujet pour embarquer son écosystème et son secteur, finalement, vers des bonnes pratiques. Je pense que ça fait partie aussi des sujets de alors, quand on se dit finalement, quand on qualifie la maturité, je pense que ça, encore une fois, ça alimente les discussions pour montrer qu'on est plutôt mieux disant que les autres. Je pense que ça donne de la matière pour dérisquer le business plan, dérisquer l'évaluation et rassurer finalement dans l'approche d'évaluation, notamment sur la gouvernance et la capacité. Est-ce qu'on est en causalité ou en corrélation entre cette performance ESG et la performance financière. Je reste assez persuadée que les entreprises qui ont pris le taureau par les cornes sur ces sujets-là et qui montrent finalement des ambitions maîtrisées et suivies dans le temps, et, comme on se le disait, qui sont opérationnalisées et qui démontrent leur track record, je dirais c'est comme un profit warning entre guillemets d'un point de vue financier. On arrive à démontrer qu'on en a une capacité à embarquer l'organisation d'une entreprise. Je pense que ça fait partie des arguments qui permettent de dérisquer aussi l'évaluateur. Oui, ça veut dire que les entreprises qui ont été exclues par Omnibus ont quand même tout intérêt à entrer dans une démarche volontaire pour donner de l'information, pas uniquement aux évaluateurs, mais d'ailleurs à toute la communauté financière. La communauté, hein. On ne peut que le souligner, effectivement. Est-ce que le retrait américain à l'heure actuelle se voit dans vos travaux quotidiens? Est-ce que effectivement on a de plus en plus de mal à obtenir de l'information sur les entreprises américaines? Et est-ce qu'il y a une vraie dichotomie entre l'Amérique d'un côté et l'Europe de l'autre? Sûr, peut-être. Alors, pas d'un point de vue enfin, je vais pas répondre d'un point de vue de l'évaluation parce que c'est pas mon métier, mais on n'avait déjà pas beaucoup d'informations structurées et normées de la part des entreprises américaines. C'est-à-dire que oui, les vents contraires aux États-Unis depuis un an font que les projets de la SEC ne sont pas allés au bout. Mais finalement, ils sont pas allés au bout, mais donc ils n'ont jamais existé. Donc, on n'a jamais eu en fait d'informations très normées de la part des entreprises américaines sur les sujets de durabilité. Néanmoins, ce qu'on voit, en tout cas dans notre practice sustainability aux États-Unis, c'est que c'est pas parce que au niveau
fédéral, le gouvernement a décidé de mettre aux oubliettes, passer aux oubliettes la quasi-totalité des réglementations environnementales, que les entreprises ne font plus rien, parce que les entreprises américaines elles répondent aussi à des lois des différents États, et on a des États comme la Californie, mais c'est pas le seul, qui continuent à pousser assez fort sur ces sujets ESG, en demandant notamment des rapports climat en accord avec la TCFD par exemple. Les grandes entreprises américaines sont aussi généralement des entreprises multinationales qui, pour certaines, dans certains secteurs, doivent aussi montrer patte blanche sur ces sujets ESG pour leurs clients, leurs consommateurs, qui introduisent des attentes ESG au moment de la sélection et des appels d'offres pour leurs fournisseurs. Donc, ça reste clé dans certains secteurs d'avoir des actions proactives sur ces sujets. Mais en effet, on aurait pu avoir au niveau de la SEC une information standardisée sur certaines thématiques de l'ESG qui, pour le moment, a été complètement mise en pause et ne sera pas d'actualité avant quelques années aux États-Unis. C'est très clair, merci beaucoup. Sur la combinaison des approches, donc je comprends que dans certaines grandes entreprises qui ont une maturité significative en termes ESG, on a maintenant des plans d'affaires qui combinent vraiment les deux visions, qui intègrent vraiment les enjeux ESG de manière pertinente et utile et complète. Oui, bien sûr, clairement. C'est-à-dire, comme Virginie l'a souligné tout à l'heure, plus on a de précision sur les plans d'action avec le niveau de CAPEX et d'OPEX nécessaire pour réaliser ces plans d'action, cela permet de tenir compte de ces CAPEX, de phaser dans le temps ces plans d'action, de tenir compte de ces CAPEX et OPEX dans le business plan financier, de s'assurer encore une fois que le business plan financier est le même entre celui que vous suivez pour votre business et celui que vous utilisez pour définir vos trajectoires, d'avoir cette approche combinée pour le futur. L'un des enjeux sur lequel il y a encore beaucoup à faire, c'est de s'assurer que cette approche combinée, elle soit réelle aussi dans vos processus décisionnels. Donc, pas seulement pour le futur, mais aussi de se dire, OK, quand je décide de mes CAPEX et de mes OPEX, comment, concrètement, je prends ma décision? Si quelqu'un vient vous voir et vous dit Sonia, j'ai une super proposition, j'ai un fournisseur qui vient me voir qui vous apporte 30% de contenu carbone de moins, mais ça coûte 10% plus cher. Donc, très concrètement, vous avez une injonction contradictoire dans cette proposition. Comment vous la réglez? Les entreprises les plus avancées essayent de mettre en place justement des outils d'aide à ce type de prise de décision en comparant finalement le coût additionnel de 10% versus le gain carbone que vous allez avoir et de vérifier si ce coût il correspond à quelque chose qui est absorbable par les clients, absorbable par eux-mêmes, qui est bon marché ou au contraire trop cher par rapport à leur objectif de décarbonation et au coût financier de leur trajectoire. Donc, si je résume en termes de maturité, la maturité, c'est évidemment de parler du futur, du prospectif, de travailler sur le business plan, s'assurer qu'on est cohérent en termes de business plan, qu'on combine l'ESG et la finance dans le futur. Et la deuxième maturité qui est extrêmement nécessaire, en fait, c'est de voir ensuite comment opérationnaliser ça dans vos prises de décision quotidiennes, dans vos processus de gouvernance, quels qu'ils soient, et que ça puisse être CAPEX, OPEX, incentive, et ainsi de suite. Et il n'y a pas une seule approche, j'ai envie de dire aussi. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que le poids du corps peut être différent en fonction des secteurs d'activité et des types d'entreprises. Je vous prends l'exemple, par exemple, du retail ou de la grande conso. C'est souvent des modèles d'affaires sur lesquels ils vont créer beaucoup de nouveaux produits chaque année, de l'ordre de 15 à 20% de nouveaux produits chaque année. Donc, ce qui est important, c'est que votre R&D vous permette de sortir des nouveaux produits qui soient plus vertueux et mieux disants que les précédents, parce que finalement, vous allez faire votre trajectoire grâce à cela. C'est pas du tout la même situation qu'une entreprise industrielle qui, elle, va avoir besoin de beaucoup de CAPEX et d'OPEX. Donc, l'enjeu, ça sera vraiment dans les prises de décision des CAPEX et d'OPEX. Et c'est pas du tout la même chose que des entreprises d'infrastructure, où là, elles produisent des produits qui vont durer 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et donc, c'est comment s'assurer au niveau des produits qu'on propose pour les clients, on soit plus vertueux d'un point de vue financier et ESG. Donc, l'opérationnalisation ne va pas avoir le même périmètre en fonction des modèles d'affaires de les boîtes, des différentes sociétés. Et
façon dont l'opérationnalisation va se faire va aussi dépendre du modèle d'affaires des sociétés. Oui, d'accord. Oui. L'opérationnalisation, ça permet aussi le suivi dans le temps derrière, ce qui est évidemment crucial dans la stratégie. Du coup, c'est sûr que quand on a la chance de travailler pour une entreprise mature au plan ESG, on a vraiment toute l'information, on a un plan d'affaires a priori complet qui intègre tous les enjeux. On n'a même plus besoin de réfléchir aux primes spécifiques à introduire dans le taux d'actualisation, puisque tous les risques et opportunités, normalement, sont dans le plan d'affaires, ce qui est merveilleux. On n'a pas malheureusement toujours la chance de travailler pour ce type d'entreprise. Et quand ce n'est pas le cas, quand on a en face de nous une entreprise, ou d'ailleurs quand on n'a pas d'entreprise en face de nous, hein, parfois on fait aussi des travaux sur la base simplement d'informations publiques, ou quand on a en face de nous une entreprise qui n'a pas cette maturité. Est-ce qu'on a des outils quand même qui nous permettent, alors évidemment, hein, ça sera probablement un ajustement du taux d'actualisation plus qu'un ajustement du plan d'affaires, mais est-ce qu'on a des outils quand même qui nous permettent de prendre en compte euh, ces enjeux qui sont cruciaux pour toutes les entreprises et pas uniquement les plus grandes? Une autre. Euh, Je vais commencer, vas-y. je commence et Olivier enchaînera. Sur la première partie de la réponse, Sonia, je suis assez d'accord avec toi que finalement, quand on va faire nos évaluations, que ce soit par multiples ou par taux d'actualisation, nos paramètres de marché, que ce soit les multiples boursiers en général, je vais écarter les transactions, multiboursiers ou taux d'actualisation WACC, donc le bêta de référence ou le gearing sectoriel que l'on va retenir, sont fondés sur des sociétés qui sont matures, cotées, grosses, entre guillemets, de taille significative, et donc finalement qui ont déjà traité ce sujet. Quand on va regarder les sociétés non cotées ou plus petites, se pose la question effectivement de finalement leur maturité sur ce sujet-là, l'information disponible. Alors clairement, on n'est pas sur le niveau de maturité en général de ces enjeux, sauf quand il y a également une gouvernance qui a d'ores et déjà, encore une fois, préempté le sujet et identifié les problématiques. Il ne faut pas sous-estimer aussi leur capacité à avoir fait des bilans carbone assez tôt dans le process, avoir identifié les coûts, notamment sur des sujets d'investissement, puisqu'il y a également des sujets de transition et très tôt, finalement, même les entreprises de petite taille ont identifié les objectifs et enjeux de financer les capex de transition. Je prends un exemple, et c'est pas que sur le climat. Des entreprises qui font 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui font des emballages industriels sont complètement touchées par toutes les réglementations françaises et environnementales pour la sortie du plastique, la réduction des emballages. Ça, c'est des objectifs, enfin, c'est des choses, c'est des éléments stratégiques qui sont complètement intégrés dans leur business plan normalement. Donc, c'est pas seulement une question de à quel point leur stratégie ESG est déjà bien rédigée et quantifiée financièrement. C'est juste, est-ce que ce qui relève de l'ESG et qui fait partie de la stratégie du secteur a été convenablement pris en compte dans le business plan? Tout à fait. Et donc, on a un premier effet, je pense, qui est finalement de regarder. Je pense que déjà, tu le mentionnais, lorsqu'on regarde la prime de taille que l'on applique notamment dans nos taux d'actualisation ou sur nos décomptes multiples classiquement, cette prime de taille, elle embarque déjà une partie de la réponse, et je pense une grande partie de la réponse. Quand tu le mentionnais, on avait fait nos analyses de corrélation rating ESG multiples et taille de société, on voyait bien qu'il y avait aussi une observation qui était que les sociétés de plus petite taille avaient des ratings moindres, soit. Et donc, je pense que cette prime de taille que l'on retient classiquement dans nos évaluations, elle reflète déjà une grande partie de la réponse. Pour autant, voilà, il ne faut pas généraliser. Je pense qu'il y a quand même un sujet d'innovation également dans les sociétés de plus petite taille qui ont toutes pris, lorsqu'il y avait des enjeux matériels sur leur secteur, la transition très rapidement, notamment sur des enjeux de financement de la R&D, financement des CAPEX, et très, très tôt pour justement préempter ces investissements. Olivier, tu voulais compléter? Oui, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, là justement, c'était une ETI qui n'avait pas beaucoup de données, sur lequel on a appliqué les principes du system thinking, justement pour avoir une approche écosystémique, pour être le plus proche du business. Comme l'a mentionné Arthur à l'instant, c'est pas parce qu'on est une petite ou une grosse entreprise ou avec des données ou pas de données qu'on est concerné par l'ESG. L'enjeu, c'est de l'articulation entre ma performance et la résilience, le fait que je sois encore existant
dans 3 ans, dans 5 ans, ça concerne tout le monde. Donc, après, là où c'est intéressant, c'est que justement, quand on commence à avoir une approche écosystémique, on va se dire, OK, il y a des sujets qui sont plus critiques que d'autres, et c'est là-dessus qu'il va falloir que j'essaye de gagner en connaissance de données, en pertinence, et ainsi de suite. Ça permet quand même de prioriser. Et autre point, il faudrait pas se dire que ah bah tiens, j'ai pas encore la maturité en termes de données, donc finalement je peux pas encore faire tout ça. La maturité en termes de données prend du temps, mais elle est peut-être secondaire par rapport à la nécessité d'agir. Euh, pour vous donner un exemple, en tant que directeur RSE, j'avais vraiment pas des données carbone parfaites, loin de là. Mais c'est en donnant d'abord la responsabilité au DG de chacune des business units de cette empreinte carbone que ça nous a permis d'améliorer la donnée carbone. Donc on a changé la responsabilité et ça a permis d'améliorer la qualité. Donc j'ai plutôt tendance à dire, et ce sera peut-être mon propos conclusif, c'est allez-y, allez-y, n'attendez pas que votre donnée sera parfaite, elle ne le sera jamais. Mais en revanche, travaillez vos enjeux ESG en lien avec votre business de façon à ce que ça soit le plus pertinent et le plus articulé, et la donnée suivra. Et quand la donnée suit, ensuite, c'est évidemment tous les enjeux de valorisation qui suivront derrière. Un grand merci, ça ressemble au mot de la fin. Je peux même me permettre une toute petite dernière question quand même, parce que je ne peux pas résister à l'envie de parler de la méthode des multiples. Tu le disais, et c'est sûr qu'en tant qu'évaluateur, c'est le DCF qui est toujours le roi, Oui. qui est plus précis et qui permet effectivement de prendre en compte la totalité de la stratégie de l'entreprise, y compris la stratégie ESG. Est-ce que ça veut dire que la méthode des multiples, c'est vraiment une méthode maintenant très, très, très secondaire? Ou est-ce que le fait justement qu'on ait quand même quelques données par le rapport de durabilité redonne un peu de vigueur parce qu'on peut faire des analyses stratégiques approfondies, y compris en intégrant des enjeux environnementaux, sociétaux et de gouvernance? Je pense que ça ne fait que mettre en valeur les questions que se posent nos amis dans le cadre des due diligence financières de normalisation de l'EBITDA et de dette financière ajustée. Donc oui, dans l'approche par les multiples, se posera du coup la question de finalement l'EBITDA de référence que l'on retient et est-ce qu'il reflète les évolutions attendues, si elles sont majeures, notamment en termes de OPEX, enfin chiffre d'affaires OPEX et les CAPEX également quand on en vient à l'ajustement de dette financière nette. Enfin, de se dire que finalement, est-ce qu'il y a un investissement majeur qu'il faudrait ajuster également. Donc, pour moi, il y a vraiment ce sujet de normalisation des agrégats. Et est-ce que, compte tenu de la trajectoire attendue, finalement, quand on applique nos multiples, et on en revient à est-ce que notre société que l'on va évaluer est dans sa trajectoire aussi avancée que les pairs du secteur, donc des multiples de référence que l'on a retenus, ou est-ce que sa transition finalement un petit peu à la traîne et donc finalement il y a peut-être un ajustement à faire soit dans le bridge, soit dans l'habitat de référence, quoi. Mille merci à vous. C'est très rassurant en fait, hein. Voilà, on a des outils, on peut faire une évaluation tout à fait sérieuse, intégrant la totalité des enjeux auxquels font face les sociétés. Vraiment, c'était passionnant. On pourrait y passer la matinée, mais je crois qu'il faut quand même s'arrêter. Il est plus de 9h30. À tous, vous aurez bien sûr, comme toujours, les slides à l'issue de cette conférence et un replay sera disponible. Franchement, merci, merci mille fois, Virginie, Arthur et Olivier. C'était très intéressant. On pourrait peut-être faire une phase 2 à un moment donné, parce que c'est quand même un sujet évolutif, hein. L'année prochaine, on aura peut-être des outils complémentaires ou des analyses complémentaires à partager. En tout cas, vos expertises complémentaires étaient vraiment extrêmement passionnantes. Mille merci à vous. Merci Sonia Merci pour ton beaucoup, Un grand Sonia. accueil. merci à tous. Au Bonne revoir. journée. Bonne Au journée. revoir.